Les décrets de naturalisation, la cérémonie à laquelle nous venons d'assister, c'est la mise en valeur des symboles de la République, de l'intégration, de la citoyenneté. C'est faire en sorte de rappeler et d'expliquer à ces différents récipiendaires dans leurs nouveaux droits et obligations en tant que citoyens français. Bien entendu, celles et ceux qui veulent devenir français doivent respecter les règles de notre pays. Et donc, nous ne faisons pas de prosélytisme dans notre pays. Et nous avons une loi de séparation de l'Église et de l'État. Par conséquent, on ne peut pas non plus montrer des signes religieux d'une manière très visible. Et une loi a bien clarifié cela il y a quelque temps. Et oui, on est bien en 2012 et vous venez d'entendre un extrait d'une cérémonie de remise de décret de naturalisation. C'était à Marseille en décembre 2011. On a entendu les propos de l'adjoint au maire et du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Alors, dans les oreilles loin du front, on ne va pas vous parler de Marseillaise, quoique on va beaucoup parler d'assimilation et de naturalisation. Et vous allez voir que ces deux notions vont nous emmener aux frontières de ce qu'on peut nommer avec beaucoup de guillemets l'identité nationale. Alors c'est vrai que le terme assimilation est un terme qu'on entend assez rarement dans l'espace public et médiatique, quoiqu'il a été remis au goût du jour par un Claude Guéant ou un Zemmour. On entend plutôt parler d'intégration que d'assimilation. Et pourtant, l'assimilation, c'est un concept central dans le processus de naturalisation. Depuis 1927, pour devenir français, pour obtenir la nationalité française, il faut répondre à un certain nombre de critères, dont l'âge, le revenu, il faut être en bonne santé, et il faut être assimilé. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce au juste l'assimilation ? Et d'où vient cette injonction à l'assimilation ? Pourquoi et quand a-t-on exigé des candidats à la nationalité qui soient assimilés ? Et sur quels critères est-on considéré comme assimilé ? Et comment l'administration fait-elle concrètement pour mesurer l'assimilation ? Alors ce sont toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité. Abdelali Hajat, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences politiques à Paris-Ouest Nanterre La Défense, et vous avez publié en début d'année un ouvrage aux éditions La Découverte, ouvrage issu de votre thèse, intitulé « Les frontières de l'identité nationale », avec entre guillemets, et sous-titré « L'injonction à l'assimilation en France métropolitaine et coloniale ». Alors, avant de rentrer au cœur de l'enquête que vous avez menée, j'allais dire une double enquête qui nous conduit dans l'histoire, notamment dans l'histoire coloniale, pour comprendre comment et pourquoi ce concept d'assimilation a été politisé, mais vous avez fait aussi une véritable enquête de terrain. Vous nous emmenez dans les coulisses de l'État, dans les bureaux de naturalisation au sein des préfectures, donc au cœur des pratiques administratives pour comprendre comment on mesure l'assimilation. Alors, avant justement de rentrer dans toutes ces enquêtes, on voulait savoir un peu comment vous en êtes venu à travailler sur cette question et sur ces questions, notamment d'assimilation. Donc au départ, la préoccupation qui était la mienne, c'était une critique de la sociologie de l'immigration. Donc quand j'étais étudiant, j'ai été amené à lire beaucoup de travaux sur la sociologie de l'immigration. Et j'ai été très frappé par le fait que la plupart des sociologues ne questionnaient pas le terme intégration. Donc à l'époque, encore aujourd'hui, on utilise le terme intégration. Donc peut-être on pourrait y revenir sur comment la substitution s'est faite entre d'assimilation à intégration. Et le problème que rencontre tout enfant d'immigré, puisque c'est aussi lié à ma trajectoire personnelle, c'est qu'on ne sait pas finalement jusqu'à quel point et quand on était vraiment intégré. Donc c'est une injonction que j'ai subie, que tout étranger ou enfant d'étranger qui arrive en France subit. Il y a toujours cette idée de montrer patte blanche, cette idée de être conforme avec une certaine idée, une certaine identité française qu'on ne définit pas, etc. Et donc le fait que les sociologues, surtout la branche un peu tourainienne, donc des gens comme Adil Jazuli, comme Didier Lapéronie, etc., utilisent ce terme, ça m'avait beaucoup choqué. Parce que, en gros, le discours qui est tenu dans ce discours sociologique, c'est que on va essayer d'aider ces enfants d'immigrés à s'intégrer, et une fois qu'ils seront intégrés, tout ira bien. Donc il y a un côté un peu irénique dans cette idée d'intégration. Et par la suite, donc, j'ai lu un article de Smaïn Lacher qui critique très fortement ce concept en disant que finalement, tous les discours des sociologues sur l'intégration, ça révèle plus les attentes des intégrationnistes que ça ne
démontre ce que ça ne décrit la réalité sociale des enfants d'immigrés. Donc, dans toute la sociologie de l'immigration intégrationniste, il y a cette idée de l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est l'idée d'une conformité. L'idéal, c'est qu'il faut passer d'un stade à un autre, etc., etc. Et donc, il y a peu de chercheurs qui ont vraiment questionné. Donc, un de ceux qui ont questionné, c'est Abdelmalek Sayad, qui a écrit un article dans la revue Homme et Migration en 1994, et qui justement critique ce concept-là. Donc, quand je m'intéressais un peu à toute la littérature, c'est la première manière ou la première confrontation avec le concept d'assimilation que j'ai pu aussi vivre dans le cadre d'une procédure d'acquisition de la nationalité. Donc, j'ai bénéficié du droit du sol. Et lorsqu'on va au tribunal d'instance à 18 ans, qu'on décide, qu'on fait le choix de l'acquisition par déclaration, la personne, donc l'agent du tribunal d'instance, me demande si on souhaite franciser son nom et son prénom. Donc tous ceux qui bénéficient du droit du sol reçoivent cette demande. Et quand on m'a demandé ça m'a complètement halluciné, entre guillemets, ça m'a choqué. C'est au moment même où il y a une démarche d'entrée dans la communauté nationale qu'on renvoie l'identité autre. Et donc cet agent a fait ça parce que c'est la procédure. Donc du coup, de mon côté, j'ai essayé de transformer un peu une critique de la sociologie de l'immigration et une expérience personnelle en un objet de recherche. Donc transformer un peu ce type de... Je savais qu'il y avait un problème, mais il fallait que je comprenne d'où ça venait. Pourquoi cette injonction à être conforme à quelque chose qu'on ne définit pas justement, qui est l'identité française de manière générale. Et c'est à ce moment-là donc, que je me suis rendu compte que le terme assimilation apparaît dans le droit de la nationalité. Et j'ai été très marqué par le décalage entre le fait que ce terme soit complètement légitime dans le droit, que c'est utilisé, comme vous le dites, depuis 1927, que c'est encore aujourd'hui, donc c'est présent dans 2 articles, l'article 21.4 du Code civil, qui dit que le gouvernement peut s'opposer à une acquisition par déclaration suite à un mariage si donc l'étranger en question, qui a un conjoint français, est non assimilé ou présente un défaut d'assimilation. Et puis l'article 21-24, donc là c'est la procédure par naturalisation, où là encore le gouvernement peut s'opposer à une demande de naturalisation pour défaut d'assimilation. Donc il y a d'un côté cette légitimité dans le droit, et puis sa quasi-illégitimité dans l'espace public. Donc, comme vous le disiez, mis à part l'extrême droite et la droite conservatrice, qui était au pouvoir, mais qui l'a été pendant longtemps, c'est un concept qui est très peu utilisé pour des raisons de connotation coloniale. Donc le fait de parler d'assimilation, on pourrait y revenir, c'est connoté très négativement, très péjorativement, et finalement le discours un peu dominant, c'est plutôt le discours d'intégration. Comment on traitait ça? Comment on intégrait? Le mot n'existait pas, on appelait assimiler. Assimiler, ça veut dire devenir le même. Ça veut dire devenir français. J'insiste sur les mots parce qu'on a réduit notre exigence. C'est une des causes de notre échec actuel. Alors on vient d'entendre ça, c'est l'opinion d'Éric Zemmour. Être assimilé, c'est être le même. C'est cette injonction que vous avez vous-même ressentie. Mais justement, qu'est-ce que ça signifie l'assimilation? Ça, c'est une question qu'on peut peut-être se poser. C'est tout l'objet de mon travail, c'est qu'est-ce que c'est, quels sont les critères, qu'est-ce que c'est que cette identité nationale. Et donc ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de me focaliser sur le terme en lui-même, l'assimilation. Donc j'ai fait, en gros, il y a mon travail est composé de 3 grandes parties. Donc j'essaie de répondre à 3 questions. La première, c'est à partir de quand et pourquoi on a demandé à des étrangers candidats à la nationalité d'être assimilés. D'où vient l'introduction du terme assimilation dans le droit de la nationalité. Deuxième question, c'est comment l'administration s'y prend-elle pour mesurer cette assimilation, donc la question des critères, concrètement, dire oui, lui n'est pas assimilé et l'autre est assimilé. Puis en fait, la troisième question, c'est qu'est-ce que les cas de défaut d'assimilation peuvent révéler de l'identité nationale, entre guillemets.
parce que il me semble qu'en m'intéressant à cette procédure de naturalisation, on a une définition négative de ce que c'est qu'être un bon Français. C'est-à-dire qu'en excluant, en disant qui n'a pas le droit d'être Français, ça définit en négatif ce que c'est qu'être un bon Français. Et donc c'est en ce sens-là que analyser les cas de refus, les cas de défaut d'assimilation, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus générale sur finalement une définition étatique de l'identité nationale, avec des guillemets bien sûr, parce que je ne suis pas du tout dans une approche essentialiste, en disant qu'il existe une essence, une ontologie de l'identité française. Mais au contraire, ce que j'essaie de montrer, c'est que certes c'est un mythe, l'homogénéité nationale, certes ça n'existe pas, mais il existe un État qui pense que ça existe. Et le fait que cet État pense que ça existe, ça a des implications, ça a des effets dans le réel. Et c'est en ce sens-là que je m'inscris dans la question de la frontière nationale. Comment vous avez fait pour mener vos enquêtes? Sur quelles sources vous appuyez? Puisque à la fois vous faites un travail vraiment historique et en même temps vous êtes allé sur le terrain. Comment vous avez fait? Quelles sources? Donc tout d'abord, j'ai constitué un corpus de textes qui est à la fois la littérature française et aussi britannique, des ouvrages de droit, des ouvrages d'histoire, de sociologie, j'ai essayé de retracer la généalogie du concept d'assimilation en essayant de comprendre et d'identifier à quelle période, à quel moment on utilise ce terme pour parler d'être humain. À partir de quand on a commencé à parler d'assimilation d'individus ou de peuples. Donc ça c'est le premier type de matériaux. Donc là, j'ai notamment utilisé toute une série de bases de données qui sont accessibles à l'université, donc c'est la numérisation de textes. Je me suis beaucoup appuyé là-dessus pour remonter jusqu'au XVIe siècle, voire même plus loin pour les textes en anglais. Donc il est possible, en utilisant le terme assimilation, assimiler, assimilare, j'ai aussi fait le latin, etc. Donc j'essaie de remonter un peu la piste et de voir à partir de quand on a appliqué le terme pour décrire des relations humaines. Donc ensuite, il y a au niveau du droit, et je me suis intéressé à tout ce qui donc tout ce qui est texte législatif, bien sûr, mais aussi ce que Daniel Lochac appelle l'infradroit. Donc circulaire administrative, directive, notes internes, etc. Donc là, je me suis adressé aux services compétents, donc aussi aux archives de Fontainebleau, donc le centre d'archives contemporaines qui a quelques documents qui m'intéressent. Je me suis aussi beaucoup appuyé sur des cas de refus qui ont fait l'objet d'un contentieux administratif. Donc, ce sont notamment des candidats qui ont refusé pour défaut d'assimilation et qui ont décidé de saisir la justice, en l'occurrence le tribunal administratif, et éventuellement cour d'appel, cour administrative d'appel, et puis aussi éventuellement conseil d'État. Et donc j'ai récupéré, grâce à eux, des mémoires en défense, en attaque, et les réponses. Ensuite, il y a bien sûr les arrêts du conseil d'État, les arrêts des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Donc ça, c'est au niveau du matériau textuel, on va dire. Ensuite, il y a l'enquête ethnographique en tant que telle. Donc là, mon travail a consisté à observer concrètement dans 3 bureaux dénaturalisation. Mon enquête a eu lieu entre 2006 et 2007. Donc j'ai passé plusieurs mois dans 3 bureaux dénaturalisation. Là, j'ai pu observer ce qu'on appelle l'entretien d'assimilation, puisque c'est à l'occasion de cet entretien qui correspond à l'aboutissement un peu de la procédure de naturalisation, que l'agent de l'État est censé la mesurer, dire assimilé, pas assimilé. Donc j'ai observé comme ça une centaine d'entretiens d'assimilation. J'ai pris des notes pour analyser les interactions et j'ai fait les entretiens avec les agents, plus aussi donc les chefs de bureau et même le directeur au niveau national. Et donc ça m'a fait à peu près une vingtaine d'entretiens qui m'ont servi pour cette thèse, quoi.
Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, pas seulement moi, je suppose, mais c'est que on s'attendait, enfin, sur un travail sur l'assimilation, on s'attendait à remonter simplement historiquement jusqu'à la période coloniale et puis pas tellement au-delà. Et en fait, vous remontez quand même beaucoup, beaucoup plus loin, ce qui montre aussi la profondeur du concept et enfin comment il travaille la société depuis si longtemps. Donc voilà, ça c'est. Ça a été une découverte parce que j'avais rédigé un petit livre qui est intitulé Émigration postcoloniale et mémoire. Donc c'était un mémoire de maîtrise qui était paru en 2005 où je postulais sans vraiment démontrer l'origine coloniale du concept d'assimilation et que en gros il y aurait eu une importation du concept des colonies vers la métropole, donc des indigènes vers les immigrés. Et donc en faisant ce travail sur des corpus textuels, je me suis rendu compte que pas du tout, que ça datait pas de la deuxième expansion française, donc en l'occurrence c'est un peu le 1830 et après, mais que le terme en lui-même est utilisé et politisé dès donc la fin du XVIIe siècle, donc la fin des années 1600, dans un autre contexte qui est celui des vieilles colonies entre guillemets, et notamment celle de Saint-Domingue. Et c'est à ce moment-là donc que le terme en lui-même est politisé et est associé au concept d'égalité. Concrètement, en gros, comment on l'utilisait. Précédemment, on utilisait le terme un peu, l'origine vraiment du concept d'assimilation, c'est une origine religieuse. Donc c'est l'idée d'être assimilé à l'esprit de Dieu. Donc lorsqu'on regarde un peu les textes de l'époque, c'est beaucoup de religieux, des protestants comme des catholiques qui utilisent ce terme. Ensuite, ce terme est laïcisé, donc justement au XVIIe siècle, et dans deux directions. Dans la première direction, qui c'est plus la médecine, donc voilà le sens qu'on a aujourd'hui, assimiler des aliments, donc c'est-à-dire une transformation à travers le passage d'un corps. Et puis donc laïcisation dans un autre domaine, c'est au niveau des relations humaines. Et on va commencer à parler d'assimilation des peuples, d'assimilation des individus. Et là, il y a plusieurs exemples. Il y a des personnes qui a joué un rôle important, c'est Diderot, donc dans l'encyclopédie, qui fait le lien avec l'idée d'assimilation et de mêmeté ou d'identité. Donc ça vise à décrire le fait qu'il y a un processus où des personnes, des individus ou des groupes tendent à ressembler, à être de plus en plus similaires à un autre groupe. Donc cette idée de similarité, elle apparaît donc notamment dans les écrits de Diderot, mais c'est toujours pas un concept politique. Voilà. L'idée d'être assimilé à, c'est être comparé à, être similaire à. Et donc c'est vraiment le contexte de Saint-Domingue, donc qui était une colonie, la plus riche colonie française, qui était très rentable. Donc c'était l'économie fondée sur l'esclavagisme et donc fondée sur l'économie sucrière. Et au niveau de la politisation, c'est lié en fait au discours des aristocrates ou des royalistes qui avaient pour objectif d'empêcher l'assimilation des Noirs et des gens de couleur aux Blancs. Donc empêcher que des gens de couleur, donc ceux qui sont affranchis, ou des Noirs esclaves, ressemblent ou soient similaires physiquement aux Blancs. Donc en gros, c'est toute une série de... Donc j'ai exhumé, j'étais très étonné de trouver ça, des décrets royaux qui précisent que les Noirs et les gens de couleur n'ont pas le droit de porter de dentelle, n'ont pas le droit de s'habiller comme des Blancs, n'ont pas le droit de porter des noms de Blancs, etc. etc. Et vous allez me dire pourquoi on a demandé ça. C'était parce que le fait que des Noirs et des gens de couleur s'habillent, se nomment, se comportent comme des Blancs, c'était une manière de dénaturaliser donc la domination raciale et le système esclavagiste. Donc le fait que des gens qui sont en bas de l'échelle raciale et économique puissent avoir une ascension dans la hiérarchie, ça remettait en cause la hiérarchie en elle-même. Ça montrait son caractère arbitraire, sa dimension historique, et donc qui est renversable. Donc c'est en ce sens-là que le terme assimilation, c'est la hantise des aristocrates. Il faut absolument éviter que des Noirs ressemblent à des Blancs. Et c'est en ce sens-là que du côté des Noirs,
le terme assimilation va avoir cette signification d'égalité. Donc demander l'assimilation, le fait de ressembler à des blancs et aussi le fait d'avoir des droits politiques associés, ça va être le terme égalité. Et ça, c'est une spécificité française, parce que j'ai aussi comparé les usages du terme assimilation en contexte britannique, où là, c'était pas du tout assimilé. Enfin, justement, le terme assimilation n'est pas assimilé au concept d'égalité. C'est très français. On retrouve ça dans le dictionnaire de l'Académie française, juste après la Révolution française, où on utilise le terme assimilation, s'assimiler, être l'égal de. Et ça, c'est nouveau. Et donc, au départ, je pensais que c'était une importation des colonies vers la métropole, mais en fait, ça arrive de manière simultanée en métropole et dans les colonies. Puisque, à partir de la Révolution française, il va y avoir un fait nouveau, c'est l'invention d'une politique d'assimilation. C'est-à-dire que ça va devenir une affaire d'État. Assimiler le peuple, ça va être synonyme de... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est mettre fin à la guerre des races. Alors qu'est-ce que c'est cette théorie ? La théorie de la guerre des races, c'est une théorie qui a été forgée au départ par des intellectuels, le terme intellectuel un peu anachronique, mais des penseurs ou des gens qui écrivent, déjà des écrivains aristocrates, conservateurs, qui étaient complètement hantés et qui étaient très affectés par la montée de la bourgeoisie. Et donc il y a une prise de pouvoir de la bourgeoisie en Angleterre, etc. Donc il y a tout un discours qui apparaît du côté aristocrate en disant que on peut interpréter l'histoire en termes de conflit. Donc là, c'est un changement paradigmatique au niveau de la compréhension d'un phénomène historique, puisqu'auparavant, on analysait l'histoire en termes de séquences au niveau dynastique. Donc on est passé de Philippe le Bel à telle autre dynastie, etc. Et donc l'histoire, c'est l'histoire des rois. Donc c'est ça qui nous fait comprendre l'histoire. Donc ces gens-là vont notamment à Boulainvilliers, en France, mais il y en a d'autres en Angleterre mais aussi en Italie, vont comprendre l'histoire en termes de conflit, de lutte entre deux groupes. Et à l'époque, le terme utilisé, c'est le terme de race. Le terme race n'avait pas à l'époque une connotation biologique, comme elle va l'avoir au XIXe siècle. C'est l'idée que, pour le cas de la France, c'est la Révolution française, c'est le produit d'une lutte des races, d'une guerre des races. C'est en gros la race des Francs contre la race des Gaulois. Donc les Francs, c'est en gros la noblesse qui ont colonisé la France du temps de la Gaule. Donc, ce sont les Francs. Et ce sont toujours ces colons qui ont gardé le pouvoir au détriment des Gaulois qui sont colonisés. Et donc la Révolution française est pensée comme une revanche des Gaulois, des colonisés, contre les colons francs. Et donc c'est cette manière de penser, cette idée de guerre des races, c'est quelque chose qui est central notamment chez l'abbé Sieyès. Donc quand on lit Qu'est-ce que le tiers-État, et quand on lit aussi d'autres travaux de lui, d'autres écrits de lui, c'est central. Et là, on voit que des bourgeois ou des républicains vont reprendre cette grille d'interprétation qui venait des milieux conservateurs, des milieux aristocrates, en disant que voilà, on peut comprendre l'histoire, les mouvements historiques, les révolutions, les révoltes, en termes de lutte des races. Et entre parenthèses, c'est ensuite d'autres historiens qui vont reprendre ça, comme Augustin Thierry, Guizot et Marx et Engels. Puisque l'idée de lutte des classes, Marx l'a piqué entre guillemets à Augustin Thierry, qui l'avait piqué aussi à Sieyès. Donc on a comme ça cette généalogie qui existe. Donc dans cette lutte des races, dans cette guerre des races, la question que va se poser Sieyès, c'est comment empêcher que ça se reproduise. On a le pouvoir, au détriment de la noblesse, on a aboli les privilèges, mais il faut empêcher que cette guerre des races se reproduise. Donc comment assurer la paix sur un territoire ? Et c'est là qu'intervient le terme assimilation. Pour éviter que la guerre des races se perpétue, il faut réussir à réconcilier les races. Et comment cette réconciliation elle se fait à travers une politique d'assimilation. Donc assurer l'égalité entre les membres d'une même communauté. Et dans des écrits de Sieyès, on retrouve même, ça va beaucoup plus loin, c'est au niveau de la langue. Donc il faut avoir la même langue
Parce que le fait de parler des langues étrangères, c'est, selon la pensée de Sieyès, un élément favorable plutôt à la sécession, à l'irrédentisme et à la séparation territoriale. Donc on va assimiler le peuple français, pas pour son bien, mais pour empêcher la guerre, pour empêcher le retour d'une situation de guerre civile. Et donc cette question-là, cette pensée, elle s'applique à la fois en métropole et dans les colonies. Donc c'est ça un peu la découverte, l'étonnement que j'ai eu en travaillant là-dessus, c'est que cette question se pose à la fois en métropole et colonies, et qu'il n'y a pas eu de transfert des colonies vers la métropole. On est toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc on est toujours en compagnie d'Abdelali Ajat. Et la discussion donc porte autour de l'assimilation. On a vu comment ce terme donc émerge à la fois en métropole et dans les colonies. Et au début, c'est vraiment l'idée d'égalité. Et en même temps, on va est synonyme d'égalité. Ensuite, on va politiser cette question en se disant, voilà, il faut assimiler afin d'avoir une homogénéité territoriale, afin d'éviter la guerre. Je fais très raccourci, mais comment on en arrive à l'idée que finalement, l'assimilation n'est jamais possible ? Que, en fait, celui qu'on voudrait assimiler est toujours l'inassimilable. Donc, cette idée d'assimilation impossible, elle ne s'applique pas de la même manière en fonction des populations. Il y a des catégories d'étrangers, des catégories de population qui sont considérées comme assimilables. Donc, si vous prenez les discours du 19e siècle sur les Auvergnats, les Corses, etc., c'était les mêmes types de discours que sur les Kabyles d'Algérie. On a même des correspondances en disant, des discours républicains qui disent on peut comparer d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue ethnologique, les populations kabyles et les populations auvergnates, bretonnes, etc. Donc la question, c'est que à partir de quand on va considérer que certaines personnes sont assimilables et d'autres ne sont pas assimilables. Et c'est là que va s'opérer une grande division, une grande distinction au moment de la deuxième phase de l'expansion coloniale française. Donc avant 1830, et donc le début de la conquête de l'Algérie, la dimension raciale, biologique est peu présente dans ce discours assimilationniste. Mais dans la confrontation avec la période coloniale, on va avoir deux types de discours assimilationnistes. Ceux qui vont dire que les indigènes, musulmans, anamites, etc. sont assimilables, et que même c'est l'assimilation qui est nécessaire pour éviter qu'il y ait des guerres d'indépendance. Donc il faut assurer l'égalité qui va de pair avec l'assimilation culturelle, etc., pour éviter les guerres d'indépendance, éviter la révolte, l'irrédentisme. Mais il y a un autre discours qui, lui, va consister à dire que les indigènes, eux, ne sont pas assimilables en raison de leurs caractéristiques raciales. Donc il y a une racialisation de la catégorie des indigènes qui va rendre, du point de vue républicain, inassimilable cette catégorie de la population. Donc c'est très différent par rapport aux étrangers européens qui arrivent massivement dans les années 1880, 1870, 1880, donc ce sont des Belges, Italiens, Polonais, etc., qui arrivent massivement en France, notamment dans les départements frontaliers. Et là, le discours sur l'assimilation, il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a une méfiance vis-à-vis des adultes, mais il y a au contraire une certaine bienveillance à l'égard des enfants. Et donc cette théorie de la guerre des races, elle est présente même pour ces gens-là qui arrivent de l'étranger. Et ça a été à l'origine de la première grande loi sur la nationalité de 1889, qui a inventé le droit du sol. Donc aujourd'hui, le droit du sol, voilà, c'est un principe central du droit de nationalité. L'extrême droite qui veut remettre en cause ce principe, la droite qui l'a remis en cause entre 93 et 98. Et donc c'est considéré comme quelque chose d'un droit, une revendication de gauche, etc., tout républicain. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout pensé dans la perspective des droits des enfants étrangers. C'était au contraire pour les empêcher de rester étrangers. Donc c'est lié à un événement particulier qui s'appelle les Vêpres marseillaises,
Donc les Vêpres marseillaises, c'est un événement qui a lieu donc dans le sud-est de la France et à Marseille en 1881. Donc rapidement, ce sont les troupes de Jules Ferry qui avaient conquis la Tunisie qui reviennent sur le port de Marseille. Donc là, fanfare, défilé militaire, on chante la Marseillaise, il y a des drapeaux français, etc. Mais il y a notamment un club d'Italiens qui sur le port de Marseille qui refusait de mettre des drapeaux français. Et il paraît que certaines personnes ont même sifflé la Marseillaise. Comme quoi, le fait de siffler la Marseillaise, ça a été politisé il y a plus d'un siècle. Et à l'issue de cette histoire de Vêpres marseillaises, ça a provoqué des conflits, il y a eu des morts, des blessés, etc. Donc les républicains de l'époque se sont dit quoi? Comment expliquer ces conflits? Comment expliquer que les gens viennent aux mains? L'explication, elle ne porte pas sur l'idée de loyauté. C'est-à-dire que les Italiens sont déloyaux, etc. L'interprétation, c'est une interprétation politico-démographique. C'est que, là encore, il y a une lutte des races. C'est qu'à partir du moment où la population italienne, puisque c'était surtout des Italiens dans le sud-est de la France, atteint une certaine proportion, aujourd'hui on dirait un certain seuil de tolérance, selon certains, eh bien les conflits sont inévitables. C'est un phénomène naturel. On ne peut pas reprocher aux gens d'être en conflit parce que c'est quelque chose qui les dépasse. Et pour empêcher ça, pour empêcher là encore la guerre, pour empêcher certains même pensaient qu'il y allait avoir une sécession et une annexion des Alpes-Maritimes par l'Italie, on va annexer pacifiquement les enfants. Donc les adultes, on s'en méfie parce qu'ils sont militaires, ils ont fait le service militaire, ils sont passés par l'école italienne, etc. Donc en termes de loyauté, c'est pas trop ça. Par contre, on va s'attaquer entre guillemets aux enfants. Donc à leur majorité, à 18 ans, ils seront automatiquement français. Donc si ce sont des enfants étrangers, nés en France de parents étrangers, ils sont automatiquement à partir de 1889, alors qu'auparavant, ils avaient le droit de répudier ou de refuser la nationalité française. Donc cette annexion pacifique des enfants, elle est possible parce que ces enfants font partie de la race blanche. Les races sœurs, en fait. C'est ce que vous marquez dans votre ouvrage. Font ouvrage. partie des races sœurs. C'est pas le cas pour prendre des enfants d'Algériens. Les enfants qui sont nés en Algérie pendant la période coloniale sont toujours dans le régime d'exception, de statut, d'être un national français, de dépendre de l'État français, mais de ne pas être citoyen, de ne pas avoir les droits politiques, sociaux, droit pénal, légal, etc. etc. Donc il y a une divergence qui apparaît comme ça au XIXe siècle entre colonie et métropole qui s'explique par la question de raciale, qui va être centrale. On va repartir un petit peu donc, dans tout ce qu'on brasse là depuis tout à l'heure. Et comment, par exemple, se fait, pour reprendre notre fil, comment va se faire le lien entre assimilation et naturalisation? En fait, il y a trois manières, trois procédures pour obtenir la nationalité française. Donc, la première, qui est la plus connue, c'est par la filiation. Donc on est français dès lors qu'on a des parents français. Donc aujourd'hui c'est le cas. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de transmettre la nationalité, donc c'est avant 1927. Donc, la loi de 1927 va introduire cette possibilité de transmettre la nationalité. Auparavant, elles prenaient la nationalité de leur mari, et donc la nationalité étrangère. Ça, c'est la filiation. Ensuite, la deuxième manière, c'est ce qu'on appelle donc la procédure par déclaration. Donc là, ça renvoie à deux types de situations. C'est par mariage, la première situation. Donc un étranger qui a un conjoint français qui est marié et qui fait la déclaration auprès du tribunal d'instance qu'il veut être français. Et donc là, le gouvernement peut s'y opposer. Parce qu'avant, c'était automatique, avant 1973. Quasiment automatique, jusqu'en 1973, où là, il y a l'introduction d'une condition d'assimilation, justement. Il y a un transfert qui va se faire de la naturalisation à l'acquisition par mariage. Et donc toujours par déclaration, c'est le droit du sol, deuxième type de situation. Donc ce sont les enfants d'étrangers nés en France. Donc là, à l'âge de 18 ans, qui ont la possibilité d'acquérir, donc de déclarer. Et donc là, a priori, il n'y a pas d'opposition possible, sauf dans des cas très spécifiques du gouvernement. Donc on a ensuite une troisième procédure, c'est ce qu'on appelle la naturalisation. Donc là, cette procédure correspond à une faveur qui est accordée par l'État. Une faveur, ça veut dire qu'il lui donne ou pas la nationalité selon son bon vouloir.
Et c'est dans cette procédure-là que la dimension discrétionnaire, la dimension souveraineté nationale est la plus forte, puisque c'est là qu'on retrouve le plus de conditions à remplir pour obtenir la nationalité. Donc en gros, il y a 5 grandes conditions, donc actuelles, mais qui sont construites petit à petit. Donc la première, c'est une condition de résidence. Donc aujourd'hui, il faut résider en France de manière régulière pendant une durée de 5 ans. Donc il y a certaines exceptions, mais globalement c'est 5 ans, pour pouvoir faire une demande de naturalisation. Il y a une condition d'âge, donc il faut avoir 18 ans, il faut être majeur. Il y a une condition de moralité, donc là il ne faut pas avoir été condamné par la justice française, voire même dans le pays étranger pour des crimes et des délits. Il y a une condition de revenu, donc qui n'est pas, je le mets un peu entre parenthèses parce qu'elle n'est pas officielle, c'est plutôt au niveau des circulaires que ça se passe. Il y a une condition de santé, donc là ça touche notamment beaucoup de gens qui sont atteints de la maladie du sida, qui sont handicapés, qui sont dans une relation de dépendance, donc on peut leur refuser la nationalité pour cette raison. Et puis enfin, donc la 5e ou la 6e condition d'assimilation. Donc là, cette condition, elle apparaît en 1927. Elle apparaît dans une circulaire du 10 août 1927, où donc, cette loi de 1927, elle est connue dans l'histoire du droit de la nationalité parce qu'elle a permis une dénaturalisation massive et une dénaturalisation d'adultes. Donc là, c'est pas du droit du sol, comme en 1889, voilà, où il y a beaucoup d'enfants qui obtiennent la nationalité comme ça. Mais là, il s'agit d'adultes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait des réticences en 1889 pour naturaliser des adultes, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont été naturalisées comme ça, alors qu'en 1927, on accepte. Donc là, il faut rentrer un peu dans le contexte historique de l'époque. Donc c'est l'entre-deux-guerres. Il y a la saignée de la Première Guerre mondiale. Il y a un déficit démographique. Et donc il y a la hantise démographique. Il faut absolument augmenter le nombre de la population française. Et qu'est-ce qui est à la disposition de l'État, du gouvernement, pour augmenter la population française? Donc il y a ce qu'on appelle la politique familiale, mais les effets sont à long terme, on les voit pas tout de suite, donc c'est un peu compliqué. Il y a le fait d'empêcher que les femmes deviennent étrangères lorsqu'elles se marient avec des hommes étrangers. Et en plus, on leur donne la possibilité de transmettre la nationalité à leurs enfants. Donc là, on considère, si mes souvenirs sont bons, que la France, en 1927, a gagné 100 000 femmes en leur donnant ce droit de transmettre, de conserver leur nationalité française. Ensuite, l'autre solution, ce sont les étrangers. Et donc c'est là que les adultes vont être considérés comme intéressants, entre guillemets, parce que leurs enfants sont a priori automatiquement français s'ils sont nés sur le territoire français. Et là, le raisonnement, c'est le suivant, c'est que d'habitude, en gros, ce que disent les républicains de l'époque, c'est que, bon, d'habitude, on accepte des adultes dans la communauté nationale avec parcimonie, on fait attention, etc. Mais là, il y a un contexte exceptionnel, et donc on va quand même les naturaliser. Par contre, les républicains vont se dire qu'il faut que le gouvernement ait des garde-fous. Il faut qu'il puisse sélectionner donc le bon grain de livret. Et c'est là qu'interviennent deux mécanismes, deux dispositifs à la disposition du gouvernement pour faire ce tri. Donc le premier dispositif, c'est la procédure de déchéance de la nationalité. Donc le principe de la déchéance, ça signifie donc qu'une personne a obtenu la nationalité par naturalisation et l'État décide de lui retirer pour des faits notamment d'espionnage, attentat à la sûreté de l'État, etc. Donc ce principe-là, il ne date pas de 1927, il date de 1915, donc pendant la Première Guerre mondiale, et ça visait particulièrement les étrangers allemands. Donc là, c'est inscrit dans la loi. Donc, et ensuite, le deuxième dispositif, c'est la condition d'assimilation. Donc là, on retrouve dans la circulaire l'idée que d'habitude, il faut d'abord être assimilé culturellement pour obtenir les droits politiques. Mais là, on fait une exception parce que le contexte nous y oblige. Mais on sait que les étrangers qui sont sur le territoire français font partie des races sœurs. Et comme ce sont des gens qui font partie des races sœurs, on peut faire une exception. Mais on va essayer quand même de faire le tri. Et le tri, ça va être cette condition d'assimilation
au départ, elle n'est pas du tout précisée dans la circulaire, on ne sait pas c'est quoi être assimilé. Et c'est là que l'administration, le travail administratif va produire toute une série de circulaires, de critères précis sur c'est quoi être assimilé. Et à l'époque, donc c'est essentiellement la critère linguistique, l'assimilation linguistique qui va être centrale. Et encore aujourd'hui, donc dans toute l'histoire de la procédure, c'est la langue et la pratique de la langue qui est centrale dans la définition de l'assimilation. Ce qui compte, c'est que dans l'attribution de la nationalité française, nous soyons exigeants sur deux choses, c'est-à-dire d'abord la maîtrise de la langue française. Quand on devient français, il me semble indispensable de parler le français correctement. Et depuis le 1er janvier dernier, pour devenir français, il faut maîtriser le français au niveau minimum de la 3e dans notre appareil scolaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument accepter et vivre les valeurs de la République, les grands principes républicains, nos lois, nos règlements, nos façons de vivre. Et nous sommes plus exigeants à cet égard. Test de maîtrise de la langue française pour obtenir la nationalité française, obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Première section, vous entendrez des questions ou des phrases en français suivies de 3 réponses. Écoutez attentivement, puis choisissez la réponse convenant le mieux à la question ou la phrase entendue, et noircissez la case correspondante sur votre feuille de réponse. Voici un exemple. Vous entendez « Qui est au téléphone ?» Vous entendez aussi « A ». C'est Jacques. B. Numéro 2. C. Enchanté. La meilleure réponse à la question « Qui est au téléphone ?» est le choix A. C'est Jacques. Vous devez donc noircir la case A sur votre feuille de réponse. Voilà, c'est un test de langue. En fait, c'est tout nouveau, hein, c'est depuis 2012 qu'il y a ce test de langue qui est fait, qui est externalisé, merci. Mais en fait, et ça vous le montrez bien, les tests, enfin le test de langue, c'est pas nouveau en fait, puisqu'on demande à ce que qu'une personne assimilée puisse maîtriser la langue française. Alors d'où ça vient? Pourquoi ce critère linguistique comme critère, je veux dire, numéro 1 de l'assimilation? Donc la langue va devenir centrale parce que le critère racial ne s'applique pas pour les étrangers européens. Donc on ne va pas faire une sélection raciale en disant on va prendre la race latine, espagnole, italien, etc., au détriment de la race celte, par exemple, etc. Il y a l'idée pour les républicains d'une unicité de la race blanche. Et donc on ne fait pas de distinction. Race juive, entre guillemets, race celte, race latine, etc. C'est seulement Vichy qui va rompre ce consensus républicain, ce racialisme républicain, en excluant les juifs de la race blanche. Donc il y a un consensus là-dessus. Mais il faut bien nous trouver un critère. Donc c'est la langue qui a été considérée comme centrale, parce que la langue, il y a une dimension politique de la langue qui ne date pas de 1927. Donc la politique linguistique, c'est quelque chose qui date notamment de la Révolution française. Donc l'idée, c'est pas tant de lutter contre les particularismes régionaux nationaux, mais c'est plus d'imposer la langue française comme une manière, comme monopole de la parole politique. Pour parler politique, il faut parler français. Et donc en imposant la langue française, on impose aussi une certaine manière de parler de la politique. Et donc toute la politique a été menée, donc l'enquête de l'abbé Grégoire, et ensuite la politique d'assimilation linguistique, participe comme ça à l'idée qu'il faut une unité linguistique associée à une unité territoriale. Mais c'est très récent si on prend toute l'histoire de France, puisqu'on considère qu'en 1870, au début de la Troisième République, 80% de la population ne parlait pas le français de France. Il y a des patois locaux, etc. Et c'est entre 1870 et 1914, donc pendant 34 ans, que donc la Troisième République, les fameux hussards de la République, vont imposer la langue à toute la population française. Donc la langue, comme question politique, c'est pas nouveau. Mais là, c'est une logique d'expansion. Alors que là, pour ce qui nous concerne, la question de la naturalisation, donc la condition d'assimilation linguistique, c'est pas une logique d'expansion, c'est une logique d'exclusion. Alors qu'on va politiser cette question de la langue pour sélectionner, pour faire le tri. Et donc cette question-là, la langue va être centrale
dans la procédure de naturalisation. Et globalement, encore aujourd'hui, il y a 2 dimensions pour définir l'assimilation, donc l'assimilation linguistique et l'assimilation dite culturelle. Donc au niveau de l'assimilation linguistique, je me suis beaucoup intéressé au formulaire, donc à ce qu'on appelle un procès verbal d'assimilation. J'ai fait un peu la socio-histoire de ce document. Qui existe depuis... Qui a beaucoup évolué, donc il existe depuis 1927. Ensuite, il y a eu une autre circulaire en 1930 qui est beaucoup plus précis. En 1945, c'est un peu moins précis. Donc il y a beaucoup d'évolutions en fonction du contexte historique. Et il y a une dimension sur laquelle il faut insister, c'est que la condition d'assimilation, c'est une condition parmi d'autres. À certaines périodes historiques, la condition d'assimilation, presque on s'en fout, entre guillemets. Si on prend l'exemple après 1945, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des gens qui travaillent, qui peuvent travailler dans l'industrie, dans l'agriculture pour reconstruire le pays, etc. Et d'ailleurs, il n'y avait pas des circulaires dans cette période-là qui disaient au maire, soyez plus indulgents parce qu'il nous faut des ouvriers, il nous faut de la main-d'œuvre. Exactement. Donc, il y a toute une série de circulaires qui sont publiées, qui sont envoyées aux préfectures pour leur dire soyez cool, entre guillemets, au niveau de cette question linguistique, alors qu'auparavant, on pouvait avoir des circulaires qui disaient pas un accent sera accepté. Donc c'est une condition qu'il faut prendre en compte dans une sorte de combinaison avec les autres critères. Des moments, c'est la question du revenu qui est centrale, des moments, non. Lorsqu'il y avait le service militaire, c'est le fait de pouvoir faire le service militaire tout de suite après, ou, etc., etc. Donc il n'y a pas de surdétermination de la condition d'assimilation par rapport à d'autres conditions dont j'ai parlé, donc le revenu, etc. Mais ce qui est important, c'est par rapport à la période actuelle, c'est que c'est depuis les années 2000 que cette condition d'assimilation devient une préoccupation majeure du gouvernement. Donc entre 1927 et 2003, l'article qui concerne donc la condition d'assimilation n'a pas été modifié. Donc on a une stabilité législative forte. Et à partir de 2003, il y a l'introduction d'un nouveau concept, donc le droit et devoir de la République française. Donc l'étranger qui demande la nationalité doit avoir une certaine connaissance des droits et devoirs. Ensuite, ça a été transformé en 2006 en principes et valeurs de la République française. On a encore complexifié en 2011. On a dit qu'il faut qu'ils connaissent l'histoire aussi des institutions, etc. Donc là, c'est quelque chose de nouveau. Auparavant, la condition d'assimilation, c'était certes important, mais c'était pas central. Donc là, on a un gouvernement de droite, donc c'est à partir de 2002, donc quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, ensuite avec la création du ministère de l'Identité nationale en 2007, ensuite ça a été intégré au ministère de l'Intérieur en 2010, que c'est devenu quelque chose de central. Et là, ça s'explique par des interactions entre le champ politique, l'administration et le champ médiatique. Donc les citations que vous faites de Zemmour ont été beaucoup entendues par Guéant, qui aussi a été soutenu par une partie de l'administration, qui eux aussi, etc. Donc il y a un phénomène circulaire comme ça qui s'est opéré pour faire qu'il y ait toutes ces modifications législatives. Donc aujourd'hui, l'assimilation linguistique n'est plus mesurée en préfecture. Ça se passe dans donc des organismes agréés par les préfectures. Donc ils doivent passer un examen, donc il faut payer, ça peut aller jusqu'à 100 € pour certains cas. Et ça ne veut pas dire néanmoins que l'administration ne va pas mesurer l'assimilation culturelle, puisque l'entretien d'assimilation existe toujours. Sauf qu'il ne va plus porter sur la langue, mais il va porter sur les connaissances de faits. Donc il y a toute une série de questions qui sont posées, qui sont complètement absurdes. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, qui a gagné la Coupe du Monde de 1998 Est-ce que c'est Eric Cantona, Zinedine Zidane, Michel Platini, etc. etc. Des questions comme ça qui peuvent paraître absurdes. Donc c'est ce genre de questions, et là il commence à avoir des personnes à qui on refuse parce qu'on n'a pas répondu on n'a pas donné la bonne réponse à des questions. Par exemple, il y a quelqu'un de Nanterre que je connais qui travaille à l'université et à qui on a refusé la nationalité parce qu'il n'avait pas répondu de manière satisfaisante à la question qu'est-ce que la laïcité. C'est quelqu'un, c'est un vigile, il
n'a pas de bac, il n'a pas de bagage universitaire, et même les étudiants en première année de droit, je ne suis pas sûr s'ils sont capables de définir c'est quoi la laïcité. Et on a ce type de situation. Donc là, on a un phénomène donc d'externalisation. Donc a priori, on se dit c'est pas l'État qui va s'en servir, mais il y a des blocages parce qu'au niveau financier, parce qu'aussi il faut pouvoir le lire. Auparavant, c'était seulement de l'assimilation linguistique, c'est-à-dire au niveau de l'oral, la communication orale. Là, les tests pour l'examen, il faut pouvoir lire, il faut pouvoir écrire. Donc ça, c'était pas demandé auparavant. Donc du coup, ça va toucher les personnes qui sont les plus démunies, qui ont moins de capital culturel. En l'occurrence, c'est essentiellement des femmes. Donc, parce que les statistiques montrent que les 80% des cas de refus d'ajournement pour défaut d'assimilation concernent des femmes. Parce qu'elles sont moins dans l'espace du travail, parce qu'elles ont moins de capital culturel, capital scolaire, etc. Et ça, c'est un phénomène européen. C'est pas spécifique à la France, puisque des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., ont aussi introduit dans ce qu'ils appellent donc les Civic Integration Tests. C'est un peu la même logique, à la fois linguistique avec un examen dans un organisme, et puis un test au niveau des connaissances, des valeurs, des principes, etc. Et alors vous avez été donc pendant plusieurs mois dans 3 bureaux de naturalisation. Qu'est-ce que vous avez pu observer dans la mesure justement de cette assimilation? Comment ça se passait entre l'agent et le candidat qui le recevait? Comment ça se passait? Donc ce que j'ai observé relève maintenant de la recherche historique. C'est plus sociologique puisque ça s'est arrêté le 1er janvier 2012. Mais auparavant, donc ça n'existe plus, même, je veux dire... la mesure de l'assimilation linguistique en entretien, ça n'existe plus. Mais il y a quand même bien un entretien d'assimilation encore. Il y a toujours un entretien d'assimilation, mais au niveau des questions, c'est plus la langue, c'est seulement des questions au niveau des principes et valeurs essentielles. Donc, mais c'est toujours pertinent, il me semble, parce que ce qui m'a intéressé en fait dans les observations, c'est de voir, bon, on dit telle personne est assimilée, mais comment l'agent s'y prend concrètement. Donc l'agent disposait d'une grille avec 13 niveaux, allant de la communication possible à la communication impossible, et cochait donc en fonction de ce que pouvait dire la personne. Donc ça, c'est officiellement, c'est une sorte de quelque chose d'objectif. Et donc ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut aller au-delà du papier et s'intéresser à l'interaction en tant que telle. Et c'est là que se révèlent d'autres critères, qui sont des critères implicites, parmi lesquels on retrouve l'idée d'avoir un bon dossier. Donc les agents de naturalisation sont presque exclusivement des femmes, souvent minoritaires, donc antillaises ou donc naturalisées ou ayant obtenu le droit du sol d'origine algérienne, marocaine, etc. Pourquoi des femmes et minoritaires? Parce que dans l'administration des étrangers, c'est un lieu de relégation. Et donc personne ne veut y aller. Donc il y a une correspondance entre la population qui est accueillie et la hiérarchie du service dans la préfecture. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'on retrouve ça, mais au niveau des chefs, c'est essentiellement des femmes. Donc dans leur travail administratif, ce qui les intéresse, c'est avoir le minimum de retour de pièces qui manquent. Ça peut paraître très prosaïque, mais ce qui ralentit le plus, c'est ça, sachant qu'il y a un délai légal de 18 mois, donc il faut qu'au bout de 18 mois, il y ait une décision. Donc quand il y a un bon dossier qui arrive sur la table, elles sont toutes contentes. Alors ça veut dire quoi un bon dossier? Un bon dossier, ça veut dire qu'il y a toutes les pièces, et c'est pas une mince affaire parce que c'est une des procédures, il me semble, où on demande le plus de pièces à un usager. Donc état civil, de soi, de ses parents, qu'il faut les chercher des fois à l'étranger, ensuite il faut les faire traduire, les faire homologuer par le ministère des Affaires étrangères, etc. Les impôts, les contrats de travail, toute une série si on a des enfants, la scolarité. Oui. Le dossier est vraiment conséquent
Il y a une liste, donc j'avais fait le calcul, plus d'une soixantaine de pièces en fonction des situations des uns et des autres. Et donc du coup, c'est un travail. Il faut être accoutumé à ces exigences. Donc la personne qui a un minimum de capital scolaire, qui a l'habitude de faire ce genre de travail, elle est avantagée par rapport à des personnes qui sont démunies. Donc déjà, il y a une sorte de sélection qui se fait à ce moment-là. Ensuite, au moment de l'évaluation de l'assimilation linguistique, donc ce que j'essaie de montrer, c'est que cet entretien, c'est comme si on mesurait le niveau d'eau dans une baignoire tout en étant dans la baignoire. Parce que le fait d'être dans la baignoire, ça produit un effet sur le niveau qu'on mesure. Et j'ai observé en fait les types de relations qui existent entre agents et candidats. Donc lorsqu'il y a une très forte inégalité entre agents et candidats, par exemple entre une agent, c'est globalement bac, BTS, agent de catégorie C, bon, ils ne sont pas très diplômés, donc c'est classe moyenne inférieure en gros. Et si en face il y a une personne qui va classe populaire, voire surtout pour le cas des femmes qui ne travaillent pas, etc., ça produit des effets de censure. Donc on peut avoir par exemple une femme, ça m'est arrivé de tomber dessus, qui est complètement démunie face à l'agent, parce qu'il y a un côté un peu solennel, c'est la préfecture, il y a un enjeu, c'est le fait d'avoir la nationalité, etc. Et un décalage entre cette situation où il y a un effet de censure et la situation dans une autre situation, au marché, à la poste, etc., où elle se débrouille dans la communication orale. Et c'est ce qui est demandé, ce qui était demandé dans la procédure. C'est le fait de pouvoir se débrouiller. Et donc, c'est dans l'interaction que l'évaluation se mesure. Et cette interaction, elle dépend aussi du profil de l'agent. Donc là, j'ai fait une sociologie des agents de l'État, préfectoraux. On va essayer de voir en gros qui était plus sévère, entre guillemets, plus libéraux, en fonction de quelles caractéristiques. Donc là, j'ai mis en lumière le fait que l'empathie ou la faible sévérité, elle dépendait de plusieurs éléments, notamment le fait que des personnes soient minoritaires ou pas. Donc c'est le cas pour les personnes des agents de l'État qui ont elles-mêmes fait la procédure de naturalisation, donc elles savent comment ça s'est passé, donc elles ont une empathie, une identification avec les candidats, les candidates. C'est le cas, par exemple, pour les gens qui avaient fait du social avant. Donc, je suis tombé, par exemple, sur une agente qui avait été dans le cadre des femmes relais. Donc, les femmes relais, c'était un cadre qui existe toujours, je crois, qui vise à aider un peu les membres des classes populaires dans leurs démarches administratives, etc., etc. Par contre, je suis tombé aussi sur des personnes, une femme minoritaire, donc antillaise, qui était très sévère parce qu'auparavant, elle était dans le BAS, c'est le bureau des admissions et du séjour, ceux qui s'occupent des titres de séjour. Donc elle avait une certaine bouteille, entre guillemets, pour refouler, pour en tout cas être très strict, une très logique de police dans le traitement des dossiers d'étrangers. Et ce type de pratiques ont été transférées dans le bureau de naturalisation. Donc voilà, il faut prendre en compte les trajectoires individuelles. J'ai oublié aussi le fait d'habiter dans un quartier populaire ou pas. Il faut avoir un accent, d'être habitué aux accents plutôt. Et donc d'ailleurs, il y a la plupart des chefs de bureau étaient très remontées contre les agents, puisqu'elles se rendaient compte qu'il y avait un décalage entre un avis positif et ce qu'elles avaient pu elles-mêmes observer au détour d'un couloir, etc. Donc voilà, c'est très compliqué. Il y a des interactions, c'est pas objectif, etc. Et donc on peut pas dire qu'il y a une politique locale, préfectorale, mais encore moins une politique nationale de naturalisation. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est de rentrer un peu dans la boîte noire de l'État, de voir que l'État, c'est un système qui fonctionne avec des gens en chair et en os, avec des normes qui s'imposent à eux, mais qui ont une certaine marge de manœuvre, donc un pouvoir discrétionnaire. Et donc ce pouvoir discrétionnaire peut aller en faveur ou en défaveur des candidats.
Chaque année, comme vous, près de 140 000 étrangers venus de cultures différentes s'installent en France. Comme tout pays, la France et les Français sont attachés à une culture et à des valeurs fondamentales. Pour vivre ensemble, il est nécessaire de les comprendre et de les respecter. La France est très attachée au principe d'égalité. C'est toujours un drame. Les femmes et les hommes sont égaux en droit, que ce soit dans la vie sociale, conjugale, familiale ou professionnelle. Les femmes n'ont pas besoin des autorisations de leur père, maris ou frères. Dans le couple, la femme et l'homme sont égaux et prennent les décisions familiales en commun. Vous allez bien ? Le père et la mère exercent ensemble l'autorité vis-à-vis de leurs enfants. Au revoir, Sandrine. Au revoir, Monsieur Delpierre. À demain. Allez, au revoir. La France est un pays laïque. L'État est neutre par rapport aux religions qui relèvent du domaine strictement privé. Vous pouvez recevoir un enseignement religieux en dehors de l'école. Mais la loi du 15 mars 2004 interdit, en application du principe de laïcité, le port de signes et de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. En fait, c'est un extrait d'un film qui s'appelle Vivre ensemble, qui existe depuis 2006 et qui est disponible sur le site de l'OFII, l'Office français pour l'intégration et l'immigration. C'est un film qui est projeté pour les demandeurs de titres de séjour et à qui on demande maintenant aujourd'hui aussi une condition d'assimilation. Il faut être assimilé. Et là, on l'a vu, ça va assez loin puisque on parle effectivement d'une égalité homme-femme, on rentre dans la vie conjugale et évidemment, on a aussi tout le topo sur la laïcité qu'on entend bien aujourd'hui. En effet, même pour avoir pour la délivrance d'un titre de séjour, en l'occurrence une carte de résident. Donc, depuis 2003, l'étranger en question doit signer un contrat d'accueil et d'intégration. Donc là, c'est pas le terme assimilation qui est utilisé, mais la notion d'intégration républicaine. Mais les juristes ont un peu fait le lien entre assimilation dans la nationalité et intégration républicaine dans le droit du séjour. Et même Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur et qui a défendu ce contrat, donc dans les débats parlementaires, il a un peu contesté les critiques qui avaient été faites par une partie des parlementaires qui disaient en gros pourquoi est-ce qu'on va exiger des étrangers de parler français alors qu'ils sont étrangers. Ils sont étrangers, ils sont là temporairement, ensuite ils peuvent repartir, on ne va pas leur avoir les mêmes exigences pour les étrangers que pour ceux qui veulent rentrer dans la communauté nationale. Et donc Sarkozy a réussi à imposer cette évidence en s'appuyant sur une autre évidence. Donc 1927, c'est une nouvelle évidence qui est apparue, qui n'existait pas auparavant. Il faut parler français pour pouvoir être un citoyen français. Donc ça, c'est une évidence qui n'a pas été remise en cause jusqu'à aujourd'hui pour l'acquisition de la nationalité. Donc avec la loi 2003, l'évidence est différente. Pour être étranger permanent en France, il faut être un Français. Il faut parler français. Donc il y a une forme de transfert de la condition d'assimilation du droit de la nationalité vers le droit des étrangers, donc le droit de l'entrée et du séjour. Et donc ça concerne la carte de résident permanent. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont qui font une demande de titre de séjour temporaire court ne sont pas normalement doivent pas normalement subir ce type de contrat, même si les consulats ont tendance à le faire. Enfin, il y a beaucoup de pratiques un peu discrétionnaires qui se font à ce niveau-là. Et donc Sarkozy, il a fait ça en 2003. Pourquoi ? Parce qu'il a copié la Hollande. Donc la Hollande
avait inventé ce principe pour le droit des étrangers en 2000. Et les Hollandais, donc ils sont même allés assez loin. Donc, vous avez sûrement entendu parler du DVD. Donc les étrangers qui voulaient seulement avoir même accès à un visa pour rentrer aux Pays-Bas. Donc au départ c'est une carte de résident et ensuite c'est directement pour avoir accès à un visa. Donc doivent acheter, je crois que c'était 60 € le DVD. Et le DVD contenait donc des scènes qui étaient censées choquer certains candidats, donc certaines idées des candidats indésirables. Donc il y avait par exemple des scènes d'homosexuels au bord de la plage qui étaient en train de s'embrasser, et c'était censé provoquer donc le choc de l'image de l'homme musulman, violent, homophobe, sexiste, etc., etc. Donc quand on regarde les modifications législatives en France et dans d'autres pays, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., on se rend compte que toutes les modifications de la condition d'assimilation, qu'on utilise le terme assimilation ou pas, elles visent cette catégorie de personnes. C'est l'autre absolu. C'est l'homme musulman, comme je disais, violent, sexiste, etc. Par exemple, ça se voit comment? Ça se concrétise par des questions qui sont posées. Donc j'ai eu accès à tout le document préparatoire des circulaires qui allaient préciser la notion de droit et devoir qui est apparue en 2003 en France. Et cette notion de droit et devoir, elle comporte par exemple des questions qui portent sur les relations de couple, sur les relations hommes-femmes, sur les relations avec les enfants. Donc, en gros, on a des éléments sur la laïcité. Donc, par exemple, on a des phrases telles que dans la brochure qui est donnée aux candidats. Donc l'homme ne doit pas forcer sa fille à se marier avec tel. L'homme doit laisser sa femme travailler. L'homme, etc., etc. Donc on a des choses qui, a priori, dans une perspective féministe, peuvent être considérées comme positives, mais ça correspond plus à une instrumentalisation de la cause féministe, ou même la cause homosexuelle. C'est plus présent en Pays-Bas qu'en France, à des fins de sélection, à des fins d'exclusion. Donc là, on a une concrétisation dans des documents administratifs, dans des tests, de cette forme d'instrumentalisation de la cause féministe qu'on a pu retrouver de manière plus générale dans d'autres contextes, que ce soit au niveau des guerres menées soit en Irak, en Afghanistan, que ce soit au niveau toutes les lois qui ont été faites contre le port du hijab à l'école publique. Donc l'idée, c'est qu'on va libérer les filles, etc. Donc il y a toujours cette idée que on va les libérer, mais ça produit de fait l'exclusion. Pour ce qui concerne le droit de la nationalité, c'est exactement ça. En gros, c'est l'homme qui est visé, l'homme musulman caricatural, etc. Mais ce sont les femmes qui trinquent, puisque de fait, statistiquement, le durcissement des conditions d'attribution de la nationalité française touche principalement des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes correspondent à la figure de l'immigré, telle que l'a définie par Sayad. Donc, bien sûr, les choses changent, mais globalement, statistiquement, on retrouve plus de femmes analphabètes. On retrouve plus de femmes faiblement qualifiées. Et on retrouve plus de femmes pauvres. Donc ces trois critères, donc de pauvreté, d'absence ou faible qualification et faible capital scolaire, voire pas du tout, les touchent principalement. Or, dans la logique générale de la procédure de naturalisation, pour être naturalisable, il faut sortir de cette condition de l'immigré. Il ne faut plus être pauvre. Il ne faut plus être faiblement qualifié. Il ne faut plus être analphabète. C'est en sortant de cette condition d'immigré qu'on devient naturalisable. Et on peut rajouter deux autres critères, parce que Sayad, il définissait l'immigré à partir de sa période, des années 50, 60, etc. Il y a la question du sexe, parce qu'on ne va pas demander on va avoir les mêmes exigences
en fonction du sexe. Donc, par exemple, la condition d'assimilation va toucher beaucoup des femmes parce que ce sont elles qui ont le moins de capital scolaire, culturel, ça, mais aussi parce que donc les entretiens que j'ai faits avec les chefs de bureau ont révélé qu'il y avait une attente particulière à l'égard des femmes parce qu'elles sont supposées s'occuper de l'éducation des enfants. Donc on va être plus dur, entre guillemets, contre des jeunes qui parlent mal ou qu'une femme plus âgée dont les enfants sont déjà en France ou sont français, etc. Il y a quand même l'idée de la reproduction d'une certaine race. L'idée de reproduction nationale. L'idée, il faut reproduire, entre guillemets, des bons Français. Et cette idée-là, elle est toujours présente. Elle était centrale au début dans les années 20, dans les années 30. Et même si c'est plus ouvertement dit, c'est toujours présent dans les pratiques administratives de manière inconsciente. Et puis une autre question, un autre critère, donc qui, en plus de la question du sexe, c'est la question du célibat. Donc là, si on prend le cas des femmes, dans l'entre-deux-guerres, par exemple, s'il y avait une femme qui demandait, étrangère qui demandait la nationalité, qui était célibataire, c'était niette. On traitait même pas son dossier. Parce qu'elle n'était pas mariée, donc elle était de l'institution du mariage qui doit être là. En plus, elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas un cadre qui va produire des enfants. Donc la femme, de ce point de vue, est intéressante, entre guillemets, d'un point de vue de la reproduction de la population nationale. Donc c'est pas la même chose qu'un homme célibataire. Donc, si on prend le cas des années 30, l'homme célibataire, il pourra aller au service militaire, il pourra se marier avec une étrangère, une française, et augmenter la population, etc. Donc encore aujourd'hui, on a des attentes différentes entre hommes et femmes. Donc je disais qu'on vise donc l'homme musulman caricatural, mais on touche, donc ce sont principalement ces femmes-là, qui sont exclues de la communauté nationale. Et c'est un phénomène qu'on retrouve en France, mais aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc les statistiques qui sont parues sont assez dramatiques, parce que c'est la première fois qu'on a des diminutions de moins 40% du nombre de naturalisations. C'est le cas d'Allemagne. En France, entre 2010 et 2011, c'est la première fois qu'on a une diminution de moins 30% du nombre de naturalisés. C'est du jamais vu. Sauf pendant la période de Vichy. C'est dans un autre contexte, etc. Donc là, il y a une offensive qui est faite par les gouvernements conservateurs. Et à l'échelle européenne. Et à l'échelle européenne, pour fermer les frontières nationales, sachant que c'est assez nouveau, puisque l'accueil des étrangers dans la communauté nationale permettait de justifier la fermeture des frontières aux étrangers. C'est-à-dire que le droit des étrangers était très dur. En gros, le discours de justification consistait à dire on est très dur on va empêcher d'entrer des nouveaux étrangers pour mieux intégrer les autres. Donc même cette justification-là n'est plus utilisée, puisque on a des fermetures à la fois au niveau de la frontière territoriale, mais aussi au niveau de la frontière de la communauté nationale. Et c'est un phénomène qui ne risque pas, en tout cas de ce que j'ai vu au niveau des déclarations, au niveau du programme politique du Parti socialiste, de changement, parce que donc, si vous avez assisté au fameux débat entre Hollande et Sarkozy dans l'entre-deux tours, donc Hollande a entériné la deuxième évidence de Sarkozy, celle qu'il avait imposée en 2003, selon laquelle il est normal, il est évident de faire signer un contrat d'accueil et d'intégration pour que des gens résident sur le territoire national. Donc là, il y a tout ce qui a été fait pendant ces 10 dernières années qui sont à défaire. Et pour l'instant, dans la configuration actuelle, le Parti socialiste n'est pas encore dans cette perspective, quoi. Merci beaucoup, Abdelali Hajat. On aurait pu en discuter encore longtemps. Je vous conseille de lire donc cet ouvrage très dense, très intéressant, donc Les frontières de l'identité nationale, entre guillemets, l'injonction à l'assimilation en France métropolitaine et coloniale, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.